Mesdames et messieurs, bonsoir. 3 doses dans l'acte 3 de la décentralisation, mais 2 penseurs arborent leur blouse blanche pour penser avec un A les territoires du Sénégal. Moussa Balla Fofana et Ousmane Sonko posent leur pion sur l'échiquier politique. Un schéma divisé en 3 dans cet ouvrage, un triptyque pour dessiner une carte administrative qui tranche avec ce qui existe ici, une démarche nouvelle donc pour tout simplement changer avec comme réforme majeure des régions naturelles. L'auteur ou bien un des auteurs de cet ouvrage collectif écrit avec Ousmane Sonko et Moussa Balla Fofana est l'invité de votre émission Belle Ligne. Moussa Balla Fofana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Papa Lioun, c'est vraiment un plaisir d'être sur votre plateau aujourd'hui. J'en profite pour saluer tous vos téléspectateurs et tous les membres de votre équipe que je connais particulièrement. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Vous êtes natif du Baol, diplômé de l'INPL et consultant international en financement, planification et conduite de projet, ancien conseiller technique au cabinet du ministre de la décentralisation dans le gouvernement du Sénégal, 2012-2013. Vous êtes actuellement enseignant associé à l'US et directeur de compte de financement des entreprises à la Banque nationale du Canada. Est-ce qu'on peut résumer cet ouvrage qui fait plus de 180 pages en cette phrase: l'acte 3 de la décentralisation est un échec au Sénégal? Je pense que l'ouvrage va au-delà, mais ce que vous dites fait partie de cet ouvrage. Cet ouvrage montre qu'on est passé à côté de ce qu'on avait vraiment voulu faire au niveau de l'acte 3. Mais cet ouvrage, quand même, propose un plan de développement qui propose le territoire comme étant la base. Donc, on dépasse l'acte 3, on va au-delà d'une réforme, on parle véritablement de reconstruire l'Afrique depuis ces territoires, on parle d'une refondation, on parle de remettre le citoyen africain et les communautés des territoires comme étant les fondements de notre politique de développement. Donc l'ouvrage va au-delà de l'analyse d'une réforme, mais propose toute une logique de développement qui met la décentralisation comme étant le pan autonome du pouvoir exécutif. Ce n'est pas encore le cas au Sénégal? Nous sommes très loin. La faute à qui? L'exécutif qui est toujours là, vous le dites dans cet ouvrage. Effectivement, la faute à une logique politique qui considère la décentralisation comme un moyen d'avoir une base politique. Ah oui. Ouais, malheureusement, c'est ça que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, on se rend compte, vous savez, au-delà des discours, au-delà des politiques et des textes de loi qu'on fait voter, le meilleur moyen pour juger un homme politique, c'est de voir quel est le budget qu'il donne à un secteur. Le secteur de la décentralisation ne dépasse pas 2 à 3% du budget du Sénégal. Oui, vous l'écrivez. C'est effectivement. Et quand on analyse le ratio budget qu'on donne aux collectivités locales par rapport au budget général, au niveau des pays qui acceptent la décentralisation, nous avons près de 25% du budget. Dans les pays émergents, c'est 35% du budget qu'on donne aux collectivités locales. Les pays de l'OCDE sont à 50% du budget. Au niveau de l'Afrique, c'est rare qu'on dépasse les 10% et le Sénégal est loin derrière à 2-3% du budget. Donc, vous voyez, au-delà du discours, des textes de loi, de cet tintamarre qu'on a en ce moment avec les élections locales, avec la campagne électorale, c'est 2 à 3% du budget. 2 à 3% du budget, j'insiste, parce qu'on parle de services publics. La décentralisation, c'est offrir du service. Avec 2 à 3% du budget, offrir du service sur l'ensemble du territoire national, vous voyez que c'est quand même compliqué. Et vous dites que la décentralisation, vous comparez la décentralisation à un secteur ministériel, mais n'est-il pas brusque de couper un peu le cordon ombilical qui existerait entre les territoires et l'exécutif? Non, je ne pense pas que la décentralisation a comme objectif de couper le cordon ombilical, si je comprends bien votre question. Je pense que la décentralisation est le moyen de placer l'État dans le quartier, parce que c'est de ça dont on parle. C'est l'État est présent dans le quartier, l'État offre du service, le citoyen voit l'État présent à travers le service qu'on lui offre. Mais la décentralisation permet de mettre les citoyens au cœur de l'État, parce que le conseil municipal devient l'espace dans lequel les citoyens d'un quartier peuvent discuter de l'avenir de leur collectivité locale. Ils peuvent discuter, donner des orientations, se faire consulter et donner une impulsion à l'exécutif. Finalement, le maire n'est que là pour exécuter ce que décide le conseil. Donc, vous voyez, la décentralisation, c'est l'État dans le cœur de nos quartiers, mais c'est les citoyens aussi dans le cœur de l'exécutif. Mais cela implique qu'on leur donne 3 choses importantes. L'autonomie de la prise de décision fondamentale, les instruments
de mise en œuvre des politiques publiques parce que l'exécutif, c'est des instruments de mise en œuvre et les moyens financiers qu'il faut, suffisamment de dotation et une fiscalité propre. Deux choses différentes, mais qui sont complémentaires pour proposer une ingénierie financière en mesure de financer notre politique de développement. Vous insistez dans cet ouvrage collectif sur deux mots, planification et méthode. Pourquoi ces deux mots-là refont surface dans cet ouvrage? Absolument. Je vous ai parlé d'autonomie comme étant l'élément de base, l'essence de la décentralisation. Quand vous êtes autonome, vous avez la possibilité de prendre une décision, une prise de décision politique. Et la politique, ce n'est rien d'autre que la planification, l'usage de la science dans la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, planifier, c'est se projeter. Planifier, c'est analyser le milieu, comprendre les formes et les forces, comprendre les enjeux et les défis, comprendre c'est quoi nos objectifs, quelles sont les stratégies qu'on doit mettre en place, quels sont les programmes et projets, quelles sont les actions, comment les financer. Voilà ce que c'est que la planification, voilà ce que c'est que l'activité du maire, du conseil, des ministres, voilà l'activité principale quand on est dans la mise en œuvre. Il n'y a pas de planification. Est-ce qu'un projet politique, l'acte 3 de la décentralisation, peut-il être mis en place sans une planification? Vous le pensez, vous qui étiez à l'intérieur du gouvernement, à l'intérieur même de la décentralisation? À l'intérieur même de la décentralisation. J'y étais et j'ai proposé les fondements de l'acte 3, l'importance d'amener les régions comme les chefs de file. Mais vous savez, il y a je vais me permettre une phrase en Wolof que j'ai l'habitude de dire, « Kham kham du pexe ». Je le dis souvent, ça revient dans tous mes postes. Les gens me demandent pourquoi vous le dites. Je le dis parce que les hommes politiques en Afrique ont tendance à faire une dissociation entre ce que dicte le savoir et ce que dicte la logique politique. Quand il s'agit de faire de la politique, c'est les pérés. Quelle stratégie je mets en place pour rester au pouvoir, pour placer telle personne. Alors que la science nous dit ce qu'il faut faire. Les autres pays nous montrent ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, la tendance, c'est de diriger des régions fortes, de faire de ces régions des chefs de file du développement économique, de leur donner des compétences en plan de développement territorial, en aménagement du territoire, en marketing territorial. Même la politique des PME, PMI, aujourd'hui, est portée par les régions. Quand Macky Sall est arrivé, malgré le fait que l'acte 3, la lettre de politique sectorielle que j'ai eu l'honneur de diriger et de faire signer, portait la vision claire des territoires forts et viables pour le développement économique, malgré cela, on a décidé de manière unilatérale qu'on allait diviser l'acte 3 en deux et que dans la première phase, on allait supprimer tout bonnement les régions. Et je rappelle que les régions, c'était l'élément important de la réforme de 1996 avec le président Abdou Diouf. Donc vous voyez que la décentralisation, et les gens ne s'en sont pas rendus compte lors du référendum, de 1960, depuis l'indépendance, jusqu'à la réforme de 2013, il était inscrit dans la Constitution que la décentralisation est un processus irréversible. Et dans la Constitution, ça a été modifié pour permettre justement au président de la République de pouvoir supprimer les régions, tout bonnement et tout simplement. Vous parliez tout à l'heure du financement assez faible par rapport à la décentralisation. Parlons de ce que vous appelez l'instabilité institutionnelle dans ce ministère. 5 ministres en 2012. Ce changement est-il un aveu d'échec dans cette politique de décentralisation au Sénégal? Absolument. Pourquoi? Mais changer peut être une chose pour bonifier, pour booster le changement également. Vous savez, de tous les ministères que je connais, et Dieu sait que j'ai eu la chance quand même d'être à ce niveau-là et de voir les différences entre les ministères, le ministère de la décentralisation est le ministère où vous retrouvez 10 à 15 compétences ministérielles. Il n'y en a pas deux des ministères comme ça dans un gouvernement. Et c'est pour ça que dans le livre, dans le chapitre 1, on parle du cadre cognitif. On voulait dès le début de ce livre que les lecteurs comprennent que notre approche de la décentralisation est vraiment différente. Nous ne considérons pas la décentralisation comme un ministère. Pour nous, c'est le pan autonome du pouvoir exécutif. Parce que, et on parle même de 15 compétences. Donc, pour revenir à votre question, comprenez tout simplement que dans notre logique, la décentralisation est fondamentale, elle est importante et elle est décisive. Le fait maintenant de changer des ministres, 5 ministres en l'espace de 5 ans, moi je me rappelle, et ça c'est par expérience, quand je suis arrivé, j'étais conseiller technique, et j'avais comme défi avec mon ministre Cheikh Bamba Dièye de faire valider la lettre de politique sectorielle et de mettre le ministère sous CDSMT. Cadre de dépenses sectorielles à moyen terme, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut gérer. La gestion axée sur les résultats. Le ministre qui est venu après, ne comprenant pas les enjeux, est retourné au budget par ligne. Et au ministère de l'économie et des finances, les gens ont été étonnés de dire pourquoi ce ministère qui a réussi en 2012
de faire le switch gestion par ligne vers gestion axée sur les résultats, avec un changement de ministre, veut retourner sur une gestion axée sur les lignes. Vous voyez comment c'est dangereux de changer des ministres. 5 ministres en l'espace de 4-5 ans, c'est des reculs, ça prend le temps de comprendre c'est quoi la lettre de politique sectorielle, c'est quoi le cadre de dépenses sectorielles, c'est quoi la stratégie sur 25 ans. Et puis, le secteur de la décentralisation, c'est énormément d'acteurs. Énormément d'acteurs. On parle de plus de 557 collectivités locales. Oui. Donc, vous voyez, et puis, ce n'est pas une gestion directe. C'est une gestion où il faut se faire, en fait, parce que les maires sont autonomes. Ils ont le droit de décider ce qu'ils veulent au niveau de leur collectivité. Donc, il faut inspirer le développement. Il faut créer une relation de confiance. Il faut être là pour les approcher, les coacher, les aider. Ça prend une relation de confiance. C'est une tutelle technique. Donc, on ne change pas un ministre des collectivités locales comme on changerait un autre ministre. Et la décentralisation a un ennemi majeur, c'est la concentration du pouvoir. Oui. Mais depuis Senghor, on en parle, concentration du pouvoir. Aujourd'hui, comment inverser réellement, pratiquement, cette tendance, inverser cette tendance-là, la décentralisation comme facteur qui lutte contre la concentration du pouvoir? Ça ne changera pas tant que nos hommes politiques n'auront pas compris qu'un président et 25 ministres ne peuvent pas égaler la capacité de gestion et de management de 550 maires. Mais malheureusement, ce sont les politiques qui nous gouverneront toujours. Oui, mais ça va changer. Parce que de plus en plus, l'Afrique fait face à des défis qui ne peuvent pas se régler par la politique politicienne. La jeunesse est de plus en plus exigeante. Les jeunes veulent des solutions. Oui. On veut des changements. Et cette pression des populations, et c'est pour ça que nous faisons ces ouvrages, pour amener les gens à comprendre, quand on vous prive d'une décentralisation, qu'est-ce qu'on est en train de vous priver? Pour nous, les choses changent par la base. Si les populations comprennent qu'il y a des services qui nous manquent, la sécurité, l'aménagement urbain, notre cadre de vie, le fait d'avoir du service administratif très proche de chez soi, ces questions-là, tant que le citoyen ne fait pas le lien entre la concentration du pouvoir et l'absence de services, ça ne changera pas. Mais vous êtes d'accord que le citoyen n'est pas informé de ce qui se passe dans sa localité? Absolument. Mais c'est le vote du budget, par exemple. Absolument. Les maires qui sont généralement absents de leur territoire, le citoyen est celui qui est le moins présent dans les politiques de décentralisation. Ça doit changer. Ça doit changer. Et vous et moi sommes du même bateau. Vous, les journalistes, nous, les politiques, qui voulons ce changement, avons comme mission de dire aux citoyens: vous êtes l'homme fort du système, vous êtes l'individu important, vous êtes celui qui a le droit de dire ça ne peut plus continuer comme cela. Pour nous, l'État doit comprendre qu'il est dans son intérêt de décentraliser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on propose que le département puisse être le chef de file de la fiscalité. Parce que si on pousse les collectivités locales à se dire ils ont un pourcentage sur la fiscalité qu'ils vont collecter, mais ils vont se donner beaucoup plus de moyens pour avoir une meilleure recette fiscale s'ils n'ont aucun intérêt à le faire, vous comprenez? Donc, pour nous, c'est important, il est important, on n'arrivera jamais à changer ce pays si on ne fonde pas, si on ne se repose pas, si on ne délègue pas, si on n'a pas justement près de 555 équipes sur l'ensemble du territoire. Parce que, voyez-vous, Pape Alioune, chaque Sénégalais qui se lève dans une municipalité. Si dans cette municipalité, nous faisons l'effort de lui donner le service qu'il mérite, ce Sénégalais se sentira important, comprendra l'importance de l'État et va donner plus à son peuple et son peuple lui rendra plus. Pour nous, c'est important. C'est à ce niveau que se trouve notre engagement. La décentralisation est une arme politique aujourd'hui? Malheureusement, c'est une arme politique. Parce que vous écrivez à la page 15, cette dualité, on parle un peu des événements de 62 avec Dia et Senghor, cette dualité entre une planification stratégique et territoriale portée par la communauté et la planification globale et centralisée autour d'un présidentialisme fort, allait alimenter certaines accusations de trahison, cause d'emprisonnement d'opposants politiques. Pensez-vous que la décentralisation est l'une des causes de ce différend historique entre Dia et Senghor? La décentralisation a été à la fois une cause et une victime. C'est-à-dire? Mamadou Dia était quelqu'un qui considérait que
les communautés devaient avoir une autonomie. Je vous ai dit tout à l'heure que le principe de base, l'essence de la décentralisation, c'est l'autonomie. L'autonomie de la prise de décision et les instruments de planification. Mamadou Dia était pour un socialisme autogestionnaire, donc l'autogestion. Il était pour cela. Et il avait mis en place 2 services hyper importants. Il avait mis le lien entre l'industrie et l'aménagement du territoire et les recherches économiques et sociales au niveau des territoires pour permettre aux populations de réfléchir sur quel type d'agriculture ils devaient faire par rapport à leur existence. Donc, il voulait poser le débat économique au niveau des collectivités, au niveau des territoires et permettre aux communautés de prendre des décisions à travers une recherche appliquée en faisant le lien important entre l'industrie, l'aménagement du territoire et les recherches économiques et sociales. Oui. Il était pour un socialisme au niveau communautaire. Senghor, c'était l'inverse. Senghor, c'était vraiment la planification globale au niveau étatique avec le bureau des organisations et méthodes. Donc, c'était 2 logiques qui se sont opposés dès le début. Et c'est pour ça que de 1960 en 1900, plus tard, les communes sont arrivées en 1976. On est resté 12 ans. 12 ans pour avoir les communautés rurales. Donc la décentralisation a été une victime entre 2 hommes politiques qui avaient une vision différente, tous 2 socialistes, tous 2 qui croyaient en la planification, mais Senghor était plus pour une planification centralisée, un État fort, une planification globale. Mamadou Dia était beaucoup plus pour une planification qui était autogestionnaire, donc depuis les localités. Cette opposition a eu comme conséquence justement pendant les 12 premières années. C'est pour ça que l'acte 1, on dit que l'acte 1 de la décentralisation, c'est en 1976, ensuite 1996, et l'acte 3 en 2013, mais l'acte 3 qui devient un processus où on retourne en arrière par la suppression des régions. Et cette position politique motive-t-elle ce découpage-là administratif du Sénégal en 14 régions et 557 communes? Oui, et aujourd'hui, nous savons très bien que c'est pour ça que les collectivités locales ne peuvent pas donner du service. Vous savez, il y a un lien entre votre capacité budgétaire et le fait de pouvoir financer du service. Ça tout le monde le sait. Oui. Si le président de la République peut créer une commune à partir de 1000 personnes, 1000 personnes, c'est 100 familles de 10 personnes. Vous pensez qu'avec 1000 personnes, on peut avoir suffisamment de recettes pour faire des maternités Vous dites que c'est la viabilité financière qui motive la création d'une commune. Absolument, c'est la base. Pour nous, la commune, surtout la commune doit être viable. Parce que la commune a une mission d'offre de services de proximité. Quand vous vous levez le matin et que vous voulez que vos poubelles ne soient plus dans vos appartements, quand vous voulez avoir un abribus, quand vous voulez qu'il y ait un trottoir là où vous allez passer, quand vous voulez que vos enfants puissent avoir un autobus qui les amène à l'école, quand vous voulez avoir une police à votre proximité, si jamais, parce qu'on est rassuré quand on a la gendarmerie ou la police très proche de chez nous, quand vous voulez avoir ce service-là, mais ça a un coût. Si vous avez une collectivité locale qui ne fait pas 1000 personnes, comment on va Quand on a un FDD, le fonds de dotation de 23 milliards pour l'ensemble des collectivités locales, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est peu. Une collectivité locale, ce n'est pas pour faire plaisir à un maire, un responsable politique qui va être maire. On ne crée pas une collectivité locale pour cela. On érige une collectivité locale parce qu'on a réuni les conditions d'une volonté de vivre ensemble, bien évidemment, d'une dimension sociologique et historique qu'on partage, bien évidemment, mais surtout d'offres de services. D'offres de services au niveau de la santé, de l'éducation, des transports, de la sécurité. Ce qui fait tilt dans cet ouvrage, c'est un point essentiel dans vos réformes, les réformes que vous proposez, que vous voulez mettre en œuvre, ce sont les régions naturelles. C'est important. À la page 65, vous écrivez « Le découpage du territoire national en 14 régions est une approche administrative qui nie et sape l'homogénéité des entités éco-géographiques. Vous vous arc-boutez sur les régions naturelles, mais pourquoi les régions naturelles au lieu des territoires? Pourquoi voulez-vous que les régions naturelles refassent surface? Vous savez, une société humaine évolue dans un espace. Oui. Cet espace vient avec des fondements qui renforcent les dynamiques territoriales, dynamiques économiques, dynamiques sociales. Donc, la vie en société, c'est des dynamiques en mouvement. Mais l'espace a un impact sur ces dynamiques-là. Et l'espace détermine énormément de choses. Et l'espace, c'est quoi? C'est la nature des sols. C'est quel type de végétation nous avons, quelle pluviométrie nous avons. Ce sont ces entités-là. Quand on dit la Casamance,
La Casamance est déterminée. Qui fait partie des régions, des 8 régions naturelles que vous proposez. Et qu'on veut ériger en territoire. Oui, en territoire. Les 8 régions naturelles. Quand vous dites Sine Saloum, oui. Quand vous dites le Baol, oui. Quand vous dites le Waalo, Ferlo, oui. Quand vous dites Kayor, le Bundu. Oui. Quand vous dites ces choses-là, l'historien entend. On a les noms des royaumes. Oui, l'historien entend de l'histoire. Quand vous dites l'histoire, c'est des communautés qui ont traversé des événements et qui partagent ce qu'on appelle un univers collectif, oui. L'histoire. Quand vous dites ces noms-là, le sociologue entend des rapports sociaux qui se sont établis et puis des manières de voir et de faire. Le sociologue entend, Pierre Bourdieu dirait qu'il y a l'habitus, l'identité de territoire. Moi qui suis du Baol, dans ma manière de faire, on peut voir tout de suite que je suis du Baol. Dans le Casamançais, quand il parle, on voit l'habitus de territoire. On doit rester passéiste. Pas passéiste, réaliste, parce que c'est des faits, c'est des choses qu'on voit. Le passé, c'est quelque chose qui n'existe plus. Moi, quand je dis que je suis un Baol, je parle au présent, je suis là devant vous. Oui. Je me définis comme Baol. Oui. La Casamance est une réalité. Là, l'identité, ces identités de territoire, c'est des réalités. Ce n'est pas le passé. Au contraire, c'est le colon qui voudrait les estomper et les faire disparaître. Mais c'est des réalités qui sont là. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une déconnexion entre ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, même la CEDEAO en ce moment avec les décisions qu'on prend, et les communautés de territoire, ce que nous vivons réellement. Quand vous dites ces territoires-là, oui. Toujours, l'économiste entend l'économie des territoires. L'économie de la Casamance diffère de l'économie du Baol. L'économie du Ferlo diffère de l'économie du Waalo. Donc nous voulons partir de ces réalités-là, de ces espaces écologiques et géographiques qui donnent lieu à une sociologie, une économie, pour faire une construction politique à travers la région naturelle en lui donnant des compétences, j'y reviens, les 4 éléments importants, le plan de développement économique de ce territoire, l'aménagement physique du territoire, comment on organise ce territoire, le marketing territorial, comment on fait pour que ce territoire puisse rayonner au-delà du Sénégal et attirer des investisseurs un peu partout, et comment penser le financement des petites et moyennes entreprises. Pour nous, c'est cette nouveauté fondamentale qu'on apporte en nous fondant non pas sur le passé, mais sur une réalité qui est là. Les 14 régions vont sauter. Les 14 régions vont sauter. Les 8 régions naturellement. Et je rappelle le nom de ces 8 régions, le Baol, la Casamance, le Waalo, le Ferlo, le Bundu, le Cap-Vert et le Kayor. Que se cache derrière cette nouvelle carte administrative? Parce que tout acte politique a un objectif. Que se cache derrière? C'est la Casamance? Ah non, du tout. On ne peut pas résumer 8 territoires en une seule. Ce n'est pas possible. Pourquoi faire sauter les 14 régions qui existent déjà? Vous savez, la Banque mondiale, oui. qu'on connaît, que tout le monde sait que la Banque mondiale, des fois, est à l'ouest hein, quand il s'agit de ce qu'on devrait faire réellement pour développer ce pays, a reconnu que quand on a pensé le paradigme du développement, le territoire a été occulté. Nous, ce que nous faisons, ce n'est pas quelque chose qui sort des chantiers battus. Faites des recherches sur le paradigme du développement territorial qui aujourd'hui supplante le développement local. L'action politique que nous posons est en lien avec, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que quand vous ignorez les territoires naturels, quand vous ignorez les dynamiques des territoires, l'action politique ne peut pas avoir l'impact qu'il devrait avoir pour être porté par les populations et créer un projet de territoire. Il est facile aujourd'hui de réunir les Baol autour du projet de développement du territoire du Baol. Ils vont s'engager. Et on le dit dans le livre. L'intelligence politique de la décentralisation, c'est d'utiliser ce sentiment d'appartenance, cet engagement que l'individu a vis-à-vis de son territoire pour l'amener à donner. Ce sentiment d'appartenance avec des risques. Pour quel risque? Le nationalisme, par exemple. Mais nous sommes dans une nation que nous partageons déjà. Mais tout le monde sait que le nationalisme a des conséquences, par exemple. Vous voulez peut-être dire le régionalisme? Et même oui, parce qu'il y a un lien, par exemple. Parce que le degré de nationalisme également doit être dilué. Parce que ce sentiment d'appartenance-là doit être lié, parce qu'au-delà des territoires, ces territoires-là sont à l'intérieur d'un Sénégal uni. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un débat sur l'unité nationale. Je pense qu'au Sénégal... Parce que ça s'est posé en Casamance, par exemple. En Casamance, ce qui s'est posé en Casamance, je pense qu'il faudrait plus de temps d'en parler, parce que dans le livre, on l'explique clairement. Le moment où des individus ont pris les armes, ce n'est qu'un élément, c'est un moment. Si on veut comprendre ce qui s'est passé en Casamance, il faut l'analyser dans les 20, 30, 40 ans en arrière. Ce qu'il y a eu, c'est qu'on a hérité d'un État dominateur avec la colonisation. On a hérité d'un État fort, d'un État qui domine, d'un État centré à Dakar, dans la région du Cap-Vert, et qui a
oubliez les autres territoires. La macrocéphalie du Sénégal est une réalité. Personne ne peut le nier. Aujourd'hui, plusieurs territoires souffrent. Allez au niveau de Saint-Louis, vous allez voir comment ces territoires sont en train de se dévitaliser. Allez au niveau du Ferlo, du Baol, tout le monde est parti. Allez en Casamance, donc tous les territoires souffrent de cette situation-là. Maintenant, c'est vrai, en Casamance, on a eu une réaction assez particulière. Oui. Mais la réaction particulière ne change pas le fait général que le problème, c'est que l'ensemble des autres territoires de ce pays ne font pas l'objet d'un investissement, d'une analyse et d'un plan de développement économique. La prise des armes est liée peut-être à une réalité transfrontalière. Je ne pense pas du tout que les Casamançais ont en eux ce sentiment de se détacher. Je pense que le fait que l'État n'ait pas suffisamment investi en Casamance a donné aux rebelles une crédibilité qu'ils n'avaient pas au tout début de ce problème. Et il faut aussi reconnaître que quand le conflit, l'origine de ce conflit en Casamance, c'est aussi des manifestations qui ont eu lieu en Casamance, il y a eu une répression mais abominable. Je vous conseille un livre, Fuji de Terra, qui a été publié. Quand vous lisez ces lignes, vous comprenez comment l'État peut être aveugle sur certaines choses. Donc, il faut faire attention. Quand on parle du conflit en Casamance, moi, je préfère parler du conflit sénégalais en Casamance. C'est un problème entre nous, Sénégalais. Ce n'est pas un problème avec les Casamançais. Mais bien sûr, parce que la Casamance fait partie du Sénégal. Absolument. L'acte 3 consacre des transferts, un transfert de compétences au nombre de 9. Mais vous dites qu'il y a un manque de sincérité dans ces transferts de compétences-là. Pourquoi? Premièrement, vous savez qu'aujourd'hui, les gouverneurs, donc les gouverneurs ont énormément de pouvoir, ils sont très présents, souvent ils s'immiscent dans l'action, il y a le préfet qui est toujours là. Vous parlez un peu des listes là, par exemple? Des listes, par exemple, c'est ça. Donc, pour nous, c'est des choses qui doivent changer. On doit être très exigeant avec les maires, mais on doit leur donner la confiance qu'il faut et les moyens qu'il faut. Et le contrôle qui va avec et les sanctions qui iront avec. Et sur ce côté-là, on va être intransigeant. Je pense que les gens nous connaissent suffisamment pour ne pas jouer avec l'argent public. Donc pour nous, il est important que les gens comprennent que la décentralisation, c'est du sérieux. Oui. On va y aller à fond parce que sans cela, on n'ira nulle part. Comme je l'ai dit, un président et 25 ministres ne peuvent pas égaler le pouvoir de mise en œuvre des politiques publiques que nous pouvons avoir avec les collectivités locales. En tout cas, Moussa Balla Fofana Messedekhala. Mais c'est vraiment un plaisir. Je tiens à vous féliciter. J'ai fait pas mal de plateaux. J'ai été vraiment challengé. J'apprécie cela énormément. Je vois que vous avez pris le temps de lire ce livre. C'est vraiment un plaisir. J'en profite pour saluer tous vos téléspectateurs et à nous revoir. Les territoires du développement, ouvrage collectif écrit par Ousmane Sonko et Moussa Balla Fofana, ouvrage publié par l'édition L'Harmattan, un ouvrage pédagogique avec beaucoup de définitions, surtout un ouvrage qui doit être dans les temples du savoir parce qu'il y a beaucoup de savoir à l'intérieur. Merci également à la noblesse anodine. Je parle un peu de l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.